Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas parler d'un seul DVD ou encore moins d'un coffret, mais je vais parler des deux en même temps. Donc pour avoir plus la facilité. En même temps, il faut savoir qu'il y en a un que je viens de regarder et l'autre que je sais déjà d'avance et que j'avais déjà visionné dans un des coffrets, mais que je décidais déjà d'en parler. Alors du coup, je vais vous montrer ça directement. Alors, tout simplement, le coffret sur la ECW. Attendez que je cadre. Coffret sur la ECW et DVD sur le Royal Rumble en 2001. Oui, je sais que j'en avais déjà parlé dans l'anthologie du Royal Rumble, mais que je me dis, vu comment je le regarde, et que ça vaut peut-être le coup d'en parler encore une fois, donc je m'étais dit, allez, je vais pas trop me prendre la tête, je vais faire ça sans problème. Et du coup, voilà comment je pourrais en dire là-dessus. Donc voilà. Mais tout d'abord, je vais parler de ça en premier, de la ECW Unreleased Volume 1 de 3 DVD. Voilà, j'espère que c'est mieux cadré comme ça. Alors, où ai-je en venir avec tout ça? Très franchement, j'en ai aucune idée. Alors, vu comment j'ai le volume 2, je m'étais dit, je vais peut-être prendre le volume 1 et qui sait pourquoi pas le volume 3. On ne sait jamais. Donc, bien sûr, c'est un coffret d'édition Silver Vision. Je sais qu'il existe aussi en mode Fremantle. Mais bon, c'est tout ce que je peux en dire en ce moment. Il est uniquement en anglais et il dure environ 7 heures et 2 minutes. Donc, comme quoi, il faut être un peu patient et aussi toujours regarder ça avec admiration. Donc les DVD. Et il n'y a pas de notice à l'intérieur, hein. Je tenais à vous le préciser. Donc du coup, je dois utiliser le portable pour voir, entre autres, la notice de ce coffret. Excusez-moi. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que dans le premier DVD, c'est que on nous souhaite tout d'abord la bienvenue pour regarder de l'extrême, et c'est Joey Styles qui nous accueille. Puis on commence avec le premier match, et le premier match, c'est pour le titre du monde poids lourd de la NWA pour la ECW sous le nom de Eastern Championship Wrestling, que plus tard ce sera Extreme Championship Wrestling, comme vous pouvez le comprendre. Donc du coup, forcément, le match était plutôt bon, je vais pas vous le mentir, il était plutôt bon, et qui s'est déroulé à Hardcore TV le 27 août 1994, ou 1994, pour avoir plus facile pour moi. Et du coup, les deux s'affrontent, et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une clinique de catch entre les deux qui sont assez solides. Mais en fin de compte, ce moment est très connu parce que je l'avais déjà regardé dans Rising Fall of ECW, et auquel ce sera tout simplement Shane Douglas qui va battre Tuchel Scorpio et devenir le nouveau champion du monde poids lourd NWA pour la marque ECW sur Eastern Championship Wrestling. Et du coup, c'est lui qui remporte le match et le titre. Mais après cela, il effectue une promo comme quoi, certes, il a peut-être remporté un titre le plus prestigieux et auquel forcément, il n'a pas, on va dire, trop l'aisance de représenter le titre NWA dans un environnement aussi hostile que la ECW. Et c'est à ce moment-là auquel il jette le titre pour dire je suis le champion de la ECW, et puis c'est tout. Donc du coup, voilà comment le mythe de l'extrême ECW, il n'y a pas de terme propre à dire à leur effigie, mais voilà comment le concept est né. Et du coup, voilà comment la Extreme Championship Wrestling vient de naître, tout simplement. Donc du coup, ce match-là, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Puis je passe au match numéro 2.
Le match numéro 2, ça s'est déroulé à Hostile City Showdown le 15 avril 1995, donc 1995, entre Tommy Dreamer contre Raven. L'une des grosses rivalités de l'époque. En tout cas, Tommy Dreamer et Raven, c'est sûr que ce sont, on va dire, des éternels rivaux, même s'ils sont amis entre-temps. Mais il faut pas oublier que ils aiment, euh, ils aiment forcément s'affronter et auquel ça se ressentait même à cette époque-là. Donc, je sais pas quoi en dire de plus, si ce n'est que il y avait pas mal de quiproquos, je vais pas vous mentir, pas mal d'interventions, notamment les gourous, enfin pas les gourous, les, allez, les disciples de Raven parfois intervenaient, mais Tommy Dreamer les calmait. Surtout Francine, il me semble, parce que je pense que c'est elle aussi l'une des accompagnatrices de Raven. Elle aussi, elle va se faire marteau pilonesque par Tommy Dreamer. Donc elle se prend un marteau pilon, elle se fait planter la tête au sol, tout en admirant son string blanc. Oui, parce que petit détail, c'est que certes elle était vêtue de blanc, même son string était blanc, et auquel ça va pas empêcher le public de regarder quoi, et de la voir se faire massacrer en même temps. Puis c'est à cet instant-là auquel Tommy Dreamer va commencer à battre Raven. Il me semble que c'est avec son DDT, et auquel il va réussir à battre Raven. Donc ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est un victoire de Tommy Dreamer, et c'est un 3,80 auquel je pense que c'est plutôt bon. Donc voilà. D'ailleurs, non, il n'y a pas de titre en jeu. Je confonds ce que j'ai marqué et ce que je suis en train de lire là. Donc autant pour moi. Donc voilà, je pense que c'est dit là-dessus. Maintenant, je passe au match numéro 3. Et le match numéro 3, c'est tout simplement un match par équipe qui s'est déroulé à Heatwave le 15 juillet 1995. Donc entre Dean Malenko et Too Cold Scorpio contre Eddie Guerrero et Taz. Oui, donc le match par équipe a bel et bien été lieu. Et ça, on peut dire que c'est un match inédit dans ce coffret. D'ailleurs, il y en aura quelques pépites, je ne vais pas vous le cacher, et d'autres que ce sont des matchs et des segments connus. Hein. Donc, comme ça, vous le saviez, et auquel j'essaye d'être plus droit, être plus objectif au possible, s'il y a moyen. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pas trop besoin d'en dire là-dessus, si ce n'est qu'on a eu des bonnes cliniques de combinaison de combat entre les quatre hommes. Et en fin de compte, ce ne sera pas Dean Malenko et Too Cold Scorpio qui vont battre Taz et Eddie, mais bel et bien Guerrero et Taz qui vont battre Malenko et Scorpio. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est un 3,60 et auquel ça a été plutôt correct, selon moi. Et là ensuite, vu comment on a eu un match par équipe, eh bien là on a un match solo entre Eddie Guerrero contre Dean Malenko, et c'était pour le titre du monde de la télévision de la ECW, qui s'est déroulé à Hardcore TV le 28 juillet 1900... Ouais, le 28 juillet 1995. Et auquel, je ne pense pas que celui-là, je l'avais déjà cité dans le coffret ou dans la pochette d'Eddie. Je ne sais plus. Je ne sais plus, à vrai dire. Tout ce que je sais, ce match-là, je ne pense pas l'avoir vu comment ce match-là s'est déroulé en extérieur, en pleine nuit, en même temps. Et auquel, match très très bon entre Malenko et Guerrero. Sous ce coup-ci, enfin, sous ce coup-là, il n'y a rien à dire. Les deux savent très bien ce qu'ils font. Et auquel, c'est que du propre, ce qu'ils nous proposent sur le ring. Mais en fin de compte, ce sera tout de même Guerrero qui va devenir champion télévision en battant Malenko. Et du coup, ce match-là, c'est un pareil, un 3,70 auquel je lui mets. Oui, je sais, pas très original, mais je préfère de le citer et de le mettre quand même. Car, voilà, parce que j'ai pas trop
grand chose à en faire, si ce n'est que je ne sais que citer et de faire ce que je sais faire de mieux. Donc voilà. The Hardcore Legend. Donc là, ça parle bien sûr de Mick Foley. Bien sûr, il parle beaucoup d'introduction des catcheurs. C'est tout ce que je peux en dire là-dessus. Donc tout ce que je sais, c'est un événement CyberSlam pour le 17 février 1996, ou 96 si vous préférez, entre Shane Douglas contre Cactus Jack / Mick Foley, auquel il n'y a pas de titre en jeu, juste une confrontation entre les deux. Donc entre Shane Douglas et Cactus Jack, il n'y a pas à dire, c'est que les deux s'envoient du très très lourd, même si on peut dire que peu importe l'issue de ce match, l'un des deux aurait sorti vainqueur. Donc ça n'aurait pas trop posé de problème, en tout cas à ce qui me concerne. Tout ce que je sais, le match était plutôt bon, même si c'était une bonne vieille confrontation à l'ancienne, parce que oui, ils adorent tout ce qui est confrontation à l'ancienne, et surtout, c'est qu'il n'y a pas de disqualification, et ça c'est ce qui est plutôt bien pour l'époque, même si maintenant... à force d'avoir des interventions et de disqualifications à outrance et de protéger telle ou telle personne, c'est vrai que c'est un peu emmerdant, je vais pas vous le mentir. Mais quand ça se déroule dans une bonne vieille confrontation auquel ça peut donner que du bon, là je suis d'accord. Là, sur ce coup-ci, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est du match, ce sera Shane Douglas qui va réussir à battre Cactus Jack, mais il me semble qu'il le fait pas tout seul. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il le fait pas tout seul, mais en fin de compte, je lui mets 3,50. Voilà. Pour cela. Ensuite, je passe au dernier match de ce DVD numéro 1, et qui s'est déroulé à The Dr. Aisin le 3 août 1996, entre Chris Jericho contre Too Cold Scorpio. Auquel ce match-là, plutôt bon. Il n'y a pas à dire, c'était plutôt bon. Même s'il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de titre en jeu, ni d'un match pour être challenger numéro 1. Si ce n'est que les deux, ça peut être que du bon également. Je pensais que ce serait Chris Jericho qui battrait Too Cold Scorpio, mais ce sera Scorpio qui va battre Jericho. Et n'empêche que la qualité du match était plutôt bon, donc ce match-là, je lui mets un 4. Donc comme quoi, je pense que ça peut être satisfaisant. Maintenant, je passe directement au DVD 2. Et pour le DVD 2, Extreme Style, et que ça parle de Tables, Ladders Match, pour le titre du monde par équipe de la ECW. Dommage qu'ils n'avaient pas mis chaise à la place, parce que non seulement dans le match, parce que les participants auxquels je vais vous citer, c'est Rob Van Dam et Sabu contre The Eliminators, Perry Saturn et John Cronus, qui s'est déroulé, pardonnez-moi, également à Cyber Slam 22 février 1997, donc 1997, et que le match était plutôt intense entre les deux équipes, et que dommage qu'ils n'ont pas introduit une chaise, sinon ça ferait le concept du TLC, Tables, Ladders and Chairs. Qui sait, la ECW aurait été visionnaire vis-à-vis de la WWE. Qui sait, ça aurait été eux qui auraient créé le concept, vu comment on peut dire dans créer des concepts de génie, ça a été avant tout eux qui avaient les possibilités, mais derrière, d'autres entreprises de catch telles que la WCW et la WWE vont s'emparer de quelques idées et leur faire à leur sauce. C'est très bien connu en plus, et c'est même pas pour dire n'importe quoi, c'est quelque chose qui s'est réellement déroulé. Donc c'est un peu vicieux, mais ils l'ont fait malgré tout. Ce que je peux dire, c'est que c'était un immense bordel entre les deux équipes. Il n'y a pas à dire, c'est que du bordel, que demander de plus. Je sais pas quoi en dire là-dessus. Et ce que je pourrais en dire, c'est que certes le match était intense et brutal. Et en fin de compte, si je ne m'abuse, si je ne dis pas n'importe quoi... non, je me trompe. J'ai cru que c'était Van Dam et Sabu qui allaient remporter le match, mais en fin de compte, ce sera The Eliminators qui vont réussir à conserver les titres et à battre l'équipe prometteur, donc Van Dam et Sabu. Et ce que je peux dire, c'est que ce match-là, certes, il était plutôt très bon, avec
des bonnes idées de génie en plein match auxquelles on a eu comme innovation de violence. Pas trop besoin d'en dire là-dessus, si ce n'est que c'est un 4,20 auquel je le mets sans hésiter. Puis, c'est un match qui s'est déroulé à Berlin-Eagle le 13 avril 1997, donc 1997, auquel je l'ai dans le DVD de ECW One Night Stand édition 2 en 2006, et auquel ce match-là, je sais que ce match était énorme entre les deux hommes, entre Taz et Sabu, et que Taz montre à quel point c'est lui le plus dangereux, le plus dominant dans ce match, alors que Sabu, lui, peut être dangereux quand il utilise des objets et quand il prend des prises de risque de manière très inconsidérée, voire limite à se briser les os ou même à se tuer. Ça, c'est vrai que c'est un immense mystère auquel je ne comprends pas trop Sabu, mais au moins ça bâtit sa légende. Que demander de plus? Et dans le match là, pour moi, il n'y a pas photo. Ce sera tout simplement Taz qui va battre Sabu en faisant sa Kata Hajime Taz Mission. Enfin, Taz Mission, quoi. Et que... non, il n'y a pas eu de titre en jeu, si ce n'est qu'il le bat. Puis à la fin, certes, après la victoire, il se fait agresser par Van Damme. Et il me semble que Bill Alfonso, qui était son manager, retourne sa veste pour être aux côtés de Sabu et de Rob Van Damme. Il me semble que c'est ça. Hein. Je peux me tromper, mais j'en suis pas loin de dire les vérités. En tout cas, j'en suis pas très loin. Donc voilà, tout ce que je peux dire à propos de ce match-là, c'est que ça a eu un 3,60. Voilà, ça c'est ce que j'avais noté. Bon, ensuite je poursuis encore parce que je pense que je commence à m'endormir un peu. Dans le sens où vous n'avez pas l'air de trop suivre. Donc là, c'est pour le titre du monde poids lourd de la ECW. Dans le show ECW November to Remember, le 30 novembre 1997, entre Shane Douglas contre Bam Bam Bigelow. Et du coup, ce match-là, c'est du très lourd entre les deux hommes, entre Shane Douglas et Bam Bam Bigelow. Il n'y a pas à dire... le public très investi même. Faut dire, le public de la ECW, c'est l'une des publics les plus bruyants auxquels ils peuvent toujours s'investir. Mais ce que je pourrais retenir, c'est que je pensais que Bam Bam Bigelow pourrait battre Shane Douglas, mais vu comment Shane Douglas est très dominant, très stratège dans le match et auquel il parvient toujours à parvenir à ses fins, c'est en fin de compte lui qui bat Bam Bam Bigelow et qui conserve le titre de la ECW. Donc j'ai pas besoin d'en dire un peu plus sur ça, ce n'est que victoire de Shane Douglas et que c'est un 4,20 auquel je lui mets. Donc tout simplement. Ensuite, là c'est pour les matchs par équipe du monde de la ECW qui s'est déroulé à Heatwave le 2 août 1998, enfin 98, entre Rob Van Dam et Sabu contre l'équipe japonaise Hayabusa et Jinsei Shinzaki, donc Akushi. Ce match-là, non seulement je l'avais déjà fait une review de ce match-là dans le DVD de Heatwave, donc j'ai pas besoin de trop me prendre la tête, si ce n'est que ça a été match très intense, très hardcore, tout comme il se doit, tout comme le public de la ECW préfère. Et ce que je peux dire, c'est que c'est Van Damme et Sabu qui battent l'équipe japonaise. J'ai pas besoin d'en dire plus, si ce n'est que je ne sais dire que ça, et auquel c'est véridique, et auquel, pareil, ce match-là, je lui avais mis un 4,20, étrangement, donc ça se rapproche un peu de l'autre. Ouais, je sais, c'est un peu très proche, mais que voulez-vous, quoi? Que voulez-vous? Et là, maintenant, on passe au dernier match de DVD2, c'est pour le titre du monde de la télévision de la ECW, qui s'est déroulé à Hardcore TV le 15 août 1998, entre Rob Van Dam contre Jerry Lynn. Pareil, apparemment, leur match était aussi un match de référencement dans les fois où ils se sont affrontés, Rob Van Dam et Jerry Lynn.
En tout cas, je pense que pour l'époque, c'était l'une des meilleures confrontations. Puisque Sabu et Taz, eux, c'est plus puissance brute contre quelqu'un qui craint pas la mort. Donc je parle bien sûr de Sabu. Et que entre Van Damme et Jerry Lynn, eux aussi nous proposent de très bons matchs dans le ring. Faut dire ils ont une bonne alchimie. Et auquel je peux pas dire que ça a été très mauvais, si ce n'est que ça a été plutôt très bon. Et pourtant, après que, si je ne m'abuse, après que Jerry Lynn pense avoir le dessus sur Van Damme, c'est en fin de compte Van Damme qui aura le dessus sur Jerry Lynn et qui va conserver le titre, il me semble, ou devenir champion. Je sais plus trop, mais ce que je sais, ce match-là, c'est un 4,5, vu comment c'était plutôt excellent. Que demander de plus? Vraiment, que demander de plus? Ce n'est que je passe encore au match, mais cette fois-ci au DVD 3. Et du coup, dans ce DVD 3, c'est pour le titre du monde poids lourd de la ECW, à Guilty as Charged le 10 janvier 1999, ou 1999 si vous préférez, entre Taz contre Shane Douglas. Attendez, si je me trompe pas... Ah non, je me trompe pas. Donc oui, un match où tout est complètement permis et auquel on n'est pas à l'abri des interventions. Ce qui est sûr, c'est que Shane Douglas a voulu parvenir à ses fins en faisant venir l'un de ses équipes, enfin de son entourage à lui, pour espérer de distraire Taz pendant que lui prépare un sale coup. Mais en fin de compte, Taz, il a été plus malin et plus intelligent que Shane Douglas et qui va tout simplement terminer le travail en faisant sa kata hajime Taz Mission et qui va réussir à battre Shane Douglas pour devenir le nouveau champion de la ECW. Et du coup, ce match-là, c'est un 4,10. Et oui. Et oui, oui, oui. Ensuite, c'est un match par équipe entre Rob Van Dam contre Jerry Lynn. Oh là là, il faut que je zoome parce que j'ai du mal à voir correctement. Oui, exact. Donc Rob Van Dam contre Jerry Lynn, enfin avec Jerry Lynn cette fois-ci, contre The Impact Players. Alors, qui sont les Impact Players? Eh ben, tout simplement équipe composée de Just Incredible, Ellen Storm, et auquel ça s'est déroulé à Heatwave le 18 juillet 1999. Et du coup, ce match-là, plutôt très bon, et en même temps, ça se termine avec victoire de Rob Van Dam et Jerry Lynn, qui vont battre The Impact Players. Bon, il s'est passé plusieurs trucs, notamment des prises de soumission, et également parfois le public qui fait du bruit pour dire à quel point l'équipe de Impact Players sont nuls, et que ça permet au moins, je dis bien au moins, à l'équipe de Van Dam et Jerry Lynn d'avoir le dessus et d'effectuer des travails à deux et travail sérieux, tout en simplement en battant l'équipe auquel j'ai cité. Que demander de plus, ce n'est que c'est un 3,70. Et je poursuis encore, je poursuis car je m'arrête pas là. Et du coup, c'est pour le titre du monde poids lourd de la ECW à November to Remember, le 7 novembre 1999, entre Mike Awesome contre Masato Tanaka. Alors, match très intense. Masato Tanaka qui va commencer à nocelle les coups de chaise. Donc, faut dire ça, c'est très très connu. Mais en fin de compte, heureusement que ça se termine par une victoire de Mike Awesome qui va le battre avec un powerbomb. Et si je ne me trompe pas, c'est un powerbomb du haut de la 3ème corde. Ou, pardonnez-moi, très terre à terre, très au sol. L'un des deux. Donc voilà comment je pourrais résumer là-dessus. Et auquel 3,50. Voilà. 3,50. Je passe encore un autre match, mais cette fois-ci encore pour le titre du monde poids lourd de la ECW, à CyberSlam le 22 avril 2000. Oui, cette fois-ci on est en 2000. Entre Tommy Dreamer contre Taz. Alors, l'innovateur de violence qui s'en prend à une machine de guerre qui fait ressentir la violence dans les prises. Donc je parle bien sûr de Taz, bien sûr. Mais on aura quand même droit à pas mal d'objets auxquels il sera utilisé en plein match.
parce que faut dire la ECW c'est très génial et auquel on n'est pas à l'abri de plusieurs armes qui sortent d'un coup. Et il me semble qu'il y avait pas mal d'interventions, il me semble, mais auxquelles je préfère passer parce que c'est trop pour moi de trop en citer et citer trop d'interventions à tout vaille. Mais en fin de compte, Taz a voulu battre Tommy Dreamer en faisant sa kata à Jim et Tazmation ou en effectuant une prise totalement dévastateur, mais ce sera Tommy Dreamer, ce sera lui, qui va réussir à battre Taz en faisant un tombé surprise sans que Taz ne se rende compte qu'il s'est fait avoir, et que ce sera Tommy Dreamer qui va devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la ECW, et auquel ce match-là c'est un 3,90, donc 3,90. Ah, je sais, je me répète, mais bon, que vous voulez de plus? Donc voilà, je pense que ça a été dit là-dessus, si ce n'est que je passe encore au match suivant. Donc oui, carrément, match suivant. Et le match suivant, encore pour le titre de la ECW qui est en jeu. Et... Ah, c'est dans la même soirée en plus. CyberSlam 22 avril 2000. Ah ouais, carrément, dans la même soirée. Donc, c'est-à-dire que... Si je résume bien, Tommy Dreamer est champion. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Mais dans la même soirée, il perd le titre. Eh oui, spoiler, Tommy Dreamer, non seulement il est champion de la ECW, mais il perd le titre au profit de Justin Credible. J'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Clairement j'ai pas besoin d'en dire plus, il faudra que vous le voyez par vous-même, si ce n'est que ce match-là 3,60. Donc pour ça je préfère garder un peu le mystère autour de ça. Et là ensuite on passe au titre de la télévision, entre Rhino contre le Sandman à Heatwave le 16 juillet 2000. Et auquel forcément Sandman qui est complètement fou, qui va tout simplement frapper à coup de kendo Rhino, mais sauf que Rhino qui se comporte comme un rhinocéros en colère, il ne craint pas les coups, et auquel certes il prend des coups mais il les renvoie par la suite. Et ce qui est sûr c'est qu'il va battre le Sandman, et qui, je crois, il conserve le titre. Ouh là 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 là, il me semble que c'est ça, mais j'en suis presque sûr et persuadé qu'il conserve son titre. Mais quoi qu'il arrive, ce match-là, plutôt très bon entre les deux, 3,80. Ensuite, c'est encore pour le titre de la télévision qui est en jeu, lors de Massacre on the 34e rue, il me semble, donc le 3 décembre 2000. Entre Rhino et Little Spike Dudley. En fin de compte, ce sera Rhino qui va battre Spike Dudley. Je vois pas dans quel monde pourquoi Spike Dudley réussirait à battre Rhino. Bon, même s'il s'est bien défendu, hein, on va pas se le mentir, il s'est bien défendu. Mais à la fin, il se fait battre par Rhino, quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est toujours Rhino, le toujours champion de la télévision, et qui conserve son titre, et auquel je mets 3,40. Tout simplement. Ensuite, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Entre cette fois-ci Jerry Lynn contre Christian York à Hardcore TV le 30 décembre 2000, et auquel match c'est pas mauvais, je vais pas vous le mentir, il est pas mauvais, mais est-ce que c'est le plus mémorable de tous? À moitié. Clairement à moitié, si ce n'est que Jerry Lynn montre à quel point à Christian qu'il peut tout simplement faire des trucs de ouf que Christian pourrait pas faire, et pourtant Christian arrive à tenir la cadence et montrer qu'il peut aussi faire mieux que Jerry Lynn. Mais en fin de compte, malgré les bonnes qualités que je pourrais en dire là-dessus, ce sera en fin de compte Jerry Lynn qui va battre Christian York. Et oui. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un petit 4. Voilà, on va pas se mentir, un bon petit 4. Et maintenant, pour terminer, ce sera un match de 1, 2, 3... oui, 3 équipes. Donc, alors, je vais résumer. Donc, on a l'équipe de The Alliance Ipei, entre Yoshihiro Tajiri et Mikey Whipwreck. Et ensuite, on a l'équipe de The Minister of Sinisters,
donc équipe composée de James Mitchell, qui a à sa possession Kid Cash et The Super Crazy. Et enfin, The FBI, The Full Blood Italian, équipe composée de The Little Guido, James Maritato, Nunzio et de Tony Mamalouc. Donc voilà. Alors, tout ce que je sais, c'est que l'équipe de FBI va être éliminée, je crois, en première ou deuxième position. Puis l'équipe de Kid Cash et de Super Crazy va également être éliminée au profit de Tajiri et de Mikey Whipwreck. Donc, c'est-à-dire, James Mitchell a retourné sa veste contre l'équipe qu'il avait formée à la base, donc Kid Cash et Super Crazy, pour être avec The Alliance Hippie. Donc, The Minister of Sinister, The Alliance Hippie, on pourrait appeler ça comme ça. Donc, j'ai pas trop grand chose à dire, ce n'est que ce match-là, 4,5. Donc, voilà. Ensuite, ça se termine là-dessus. Et pourtant, moi, je ne terminerai pas là-dessus, vu comment maintenant je vais m'attaquer sur le show du Royal Rumble. Parce que oui, je sais, ça va un peu durer longtemps, mais que voulez-vous, j'essaierai de faire le plus vite possible et auquel j'essaie de faire de mon mieux. Donc voilà, donc c'est ce Royal Rumble 2001 auquel on va parler. Donc un Royal Rumble qui s'est déroulé à la ville de la Nouvelle-Orléans, sur l'arène de la Nouvelle-Orléans tout simplement. Donc qui s'est déroulé le 21 janvier 2001. Donc voilà, je vous laisse observer. Donc voilà. Ensuite la notice, parce que je sais que j'ai la notice. Alors il y a pas mal de menus sélection, play, match, extra, history, rumble, wrap up. Alors, dans les extras, je pourrais en dire la plus, mais history, ça parle du Royal Rumble match, Kurt Angle contre Triple H, de Chyna contre Ivory, Chris Benoit contre Chris Jericho, ensuite Rumble Write Up, il me semble que c'est les interviews, les Dudley Boys, Chris Benoit, Ivory, Kurt Angle, Great Master Sexy, Brian Christopher, William Regal et The Honky Tonk Man. Et enfin dans les extraits, tout d'abord, je pourrais parler des petits trucs, notamment Kurt Angle qui parle avec Trish Stratus, fan prédiction, donc les fans veulent prédire le vainqueur, Drew Carey qui s'est présenté au Royal Rumble, Mr. McMahon, The Right of Censure et la promo de Edge et Christian. Donc voilà, qui se fout de la gueule des Dudley Boys. Et puis on passe directement au match auquel je pourrais citer. D'ailleurs, ouais, allez, on va faire comme ça. Donc là, ce côté-là. Ah, même s'il y a un match dans le pré-show Saturday Night Heat, que je vais en parler. The Lowdown, équipe composée de D'Lo Brown et de Chase, qu'ils étaient accompagnés par The Tiger, Ali Singh, contre The Kaintai, Kung Fu Naki et Takamichinoku. Donc c'est The Lowdown qui remporte le match et auquel je lui avais mis un 3. Je lui avais mis un 3. Ensuite, pour la carte principale, donc ce match-là auquel je viens de pointer du doigt, donc les Dudley Boys, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley contre Edge et Christian pour les titres du monde par équipe de la WWF/WWE, auquel ce sera les Dudley Boys qui vont devenir les nouveaux champions, et auquel ce match-là c'est un 3,50. Donc quoi demander de plus. Ensuite, match de l'échelle pour le titre intercontinental de la WWF entre Chris Jericho contre Chris Benoit, auquel ça a été énorme, notamment un Worlds of Jericho du haut de l'échelle, auquel c'était impressionnant à regarder, je ne vais pas vous le mentir. Et en fin de compte, ce sera Jericho qui devient le nouveau champion intercontinental. Et du coup, ce match-là, où est-ce qu'il est, c'est un 4,5 auquel je lui mets. Ensuite, match plutôt court entre Ivory, accompagné par Steven Richards, qui étaient dans The Right of Censored, contre Chyna pour le titre du monde, le titre du monde féminin de la WWF.
Et en fin de compte, il me semble qu'il va y avoir un problème, notamment lorsque Shayna aura effectué ses doubles roues et auquel elle se sentira pas très très bien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, à mon avis, parce que j'avais vu les vignettes, à mon avis, Ivory voulait exploiter l'une des faiblesses de Shayna, vu comment cette dernière est très puissante, et du coup il faut trouver une faiblesse au plus vite pour qu'elle parvienne à ses fins. Et du coup, elle décidait de s'attaquer à la nuque de son adversaire, et du coup, voilà comment Shayna n'aura pas été en mesure de réussir à battre Ivory, et c'est du coup Ivory qui reste toujours la championne, et auquel ce match-là 3,20. Ensuite, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Donc, match pour le titre de la WWF entre Kurt Angle, accompagné par Trish Stratus, et d'ailleurs Kurt Angle c'est le champion, contre Triple H, donc HHH, enfin HHH, Hunter Hearst Helmsley, Paul Levesque, accompagné par Stephanie McMahon Helmsley, et auquel que des dingueries auxquelles il s'est passé. Je vais pas vous en dire un peu plus, que des grosses dingueries. Il n'y a pas à dire, ça s'enchaîne, ça s'envoie pas mal de moves à la seconde. Et en fin de compte, ce sera tout simplement Kurt Angle qui va battre Triple H, même s'il y avait des quiproquos, notamment. Il me semble que Trish Stratus va tout simplement se battre avec Stephanie McMahon jusqu'à ce qu'ils soient au vestiaire pour laisser les deux mecs effectuer ce qu'ils ont à faire, et en fin de compte ce sera Kurt Angle qui va battre tout simplement Triple H. Donc je sais pas si vous avez entendu, mais je pense qu'on m'a sonné, donc ça veut dire, enfin qu'on m'a toqué, pardonnez-moi, donc ça veut dire que je dois manger. Et du coup, pour ce match-là entre Kurt Angle et Triple H, je le mets à 4,10. Et enfin, le main event, c'est le Royal Rumble pour un match pour le titre de la WWF dans le main event de WrestleMania 17. Donc, match de 34 catcheurs, auquel j'ai pas besoin de trop citer, si ce n'est que celui qui va sortir du lot, c'est Stone Cold Steve Austin. Certes, après se faire tabasser par Triple H pendant l'entrée, et qui va commencer après à revenir et à tabasser tout le monde, jusqu'à ce qu'il y ait plus que personne, à part je crois il y avait The Rock, Undertaker, Kane, et quelques personnes auxquelles je pourrais en dire, même Rikishi. Et du coup, après que la plupart sont fait éliminer, il reste plus que Stone Cold et Kane. Et du coup, ce dernier, Kane, va prendre une chaise à l'extérieur pour essayer de frapper Stone Cold Steve Austin en plein milieu du ring, l'histoire de le faire encore plus de dégâts et de l'éliminer par la suite. En fin de compte, Stone Cold va retourner à la situation, il va prendre les chaises, donc enfin il va prendre la chaise, il va donner des coups de chaise dans le crâne de Kane 3 fois jusqu'à ce qu'il va effectuer un big clothesline pour éliminer Kane, et c'est comme ça comment Stone Cold Steve Austin devient pour la 3e fois le vainqueur du Royal Rumble, et du coup il va affronter The Rock à WrestleMania 17, auquel on sait ce qui va se passer, donc j'ai pas besoin d'en dire un peu plus, et auquel ce match-là 4,50, auquel je le mets ça. Et maintenant je passe directement à la conclusion. Donc tout d'abord, comme vous le saviez, j'ai déjà trop cité, et auquel j'essaie de faire le plus vite possible. En tout cas, ça en valait le coup. Et oui, donc pour ça, les matchs, les bonus, les segments, les promos, les interviews, les vignettes et l'ensemble, pour tout compléter là-dessus, je lui mets un 4,5, tout simplement. Donc voilà, il me semble que tout a été dit, tout a été fait, et que maintenant je vais pouvoir rendre l'antenne au plus vite. Enfin, je vais plutôt arrêter cette vidéo-là. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo de review vous a énormément bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.